Allez, maintenant on va dans le cœur du sujet. Qu'est-ce qui se passe quand le poste le plus haut ou le poste suivant ne fait plus rêver? Donc là, on parle bien de ces plafonds de verre que l'on se met soi-même. Oui, tu as bien entendu, parfois c'est pas la boîte ou le boss qui te bloque, c'est toi-même qui te bloque à ne pas vouloir progresser dans la voie royale qui te serait destinée. Donc on va voir comment on peut dépasser tout ça. Alors là, on parle de ces moments où tu as juste pas envie de grimper les échelons, peut-être parce que le poste supérieur ne t'intéresse pas, il y a trop de responsabilités à ce poste-là, ou peut-être que tu ne veux pas être manager d'équipe. Et tu sais quoi, c'est ok, à partir du moment que tu es clair par rapport à ça, c'est ok, et si c'est ça, on va pouvoir ensemble explorer d'autres solutions. Moi, j'ai connu ça aussi. Tu es bien installé dans ton poste actuel, tu fais ton taf correctement, tu as d'expérience, tu pourrais viser plus haut, mais voilà, le poste au-dessus, il te fait pas rêver, il y a trop d'emmerdes, le ratio argent versus responsabilité est complètement déséquilibré, genre tu vois ton poste, ton boss, on l'appelle tout le temps le week-end, ou parfois il reste très tard le soir, ou alors il a énormément de pression, et toi t'as pas envie de sacrifier tes soirées, tes week-ends, pour juste un petit peu plus de pognon et beaucoup plus de stress. Ça c'est complètement légitime, moi je suis passé par là également. Mais aussi, l'autre cas de figure, c'est que tu as réalisé peut-être que manager une équipe, c'est pas ton truc. Il y a la gestion des conflits, les réunions interminables, des responsabilités, bien sûr. Et puis surtout, pour tous ceux qui m'écoutaient, là, qui font du management en France, c'est quand même assez pénible parce que le rapport entre salarié et employeur est très déséquilibré en France. Il a l'avantage des employés. Alors, c'est bien sur certains aspects au niveau de la protection sociale, etc. Mais sur certains aspects, le manager est assez dépourvu quand on peut... On se voit très facilement imposer un arrêt maladie ou alors une dépression ou un burn-out. Alors, je minimise pas le phénomène du burn-out qui est réel. Il y a beaucoup de gens qui font des vrais burn-out, mais il y a aussi tout un tas de faux burn-out avec la complicité du corps médical qui sont apposés à des managers dans des situations où ils ne devraient pas être à poser. Tout ça, tu te dis, tout ça, tu dis non merci, t'as pas envie de te concentrer, toi, tu as envie de te concentrer sur ce qui te fait de mieux, t'as pas envie de passer ton temps à éteindre des feux, à gérer les égos des gens et puis à régler tous les problèmes de politique qu'il y a entre les services. Alors, avant d'aller expliquer c'est quoi les solutions, j'aimerais quand même que tu sois bien sûr que tu prends la bonne décision en te mettant ce type de barrière, parce qu'à un moment donné, pour progresser dans sa carrière, pour gagner plus d'argent, il faut avoir plus de responsabilités. Ce n'est pas possible de progresser dans sa carrière, gagner plus d'argent sans avoir plus de responsabilités. Donc en fuyant la prise de responsabilité, tu mets un gros frein à ta carrière, ça il faut en être conscient. Maintenant, tu es peut-être dans le cas de figure où toi, les responsabilités, ça te dérange pas de prendre des responsabilités, mais t'as pas envie d'avoir toutes les emmerdes qui sont associées à certains postes. Donc ça, c'est très fine, mais il faut quand même, tu te dises, parfois dans une carrière, si tu considères ta carrière sur le long terme, il faut peut-être passer par quelques années où tu vas être sur des postes de middle management qui sont un petit peu chiants avant de pouvoir passer sur le niveau supérieur, briser ce plafond de verre notamment, et arriver sur des postes plus confortables, qui ont d'autres désagréments bien entendu, mais qui peuvent être plus confortables. Donc surtout si tu es jeune, si tu as de l'énergie et que tu as des grandes ambitions, moi je dis il faut tenter, il faut essayer, même si c'est dur parfois pendant quelques années d'être sur des postes compliqués, parce que c'est là-dessus, c'est sur des postes compliqués comme ça qu'on apprend beaucoup et qu'on devient meilleur. Et le management, par exemple, ça s'apprend pas. C'est quelque chose, on se met dedans. Au début, on n'est pas très bon. Alors, il y en a qui ont des qualités, enfin des qualités innées plus ou moins fortes à manager, mais manager c'est pas évident. Bon, après ça dépend des profils, parfois il y a des équipes qui sont faciles à manager, d'autres qui sont beaucoup plus difficiles à manager. En tout cas, avec de l'expérience, on peut vraiment devenir meilleur dans le management avec
l'expérience également, on va savoir mieux gérer les conflits et avoir fait l'effort de s'être mis dans des situations difficiles. C'est d'ailleurs une des stratégies dont je parle dans la formation Carrière Booster, ne pas hésiter à se mettre sur des situations difficiles pour progresser professionnellement. Et ben c'est justement en faisant ça qu'on progresse dans sa carrière et effectivement, parfois c'est un petit peu difficile et il y a une traversée du désert où on a l'impression de pas beaucoup avancer, il y a beaucoup de stress, mais sur le long terme, là on pense long terme sa carrière, ça vaut le coup parce qu'après ça débloque ce plafond de verre et ça permet d'aller sur des postes après qui sont beaucoup plus agréables et intéressants. Maintenant, si ça t'intéresse vraiment pas de prendre des responsabilités ou de faire plus de management, ou alors si déjà tu considères que tu es déjà tu as eu une belle progression de carrière, tu as déjà fait beaucoup d'efforts, tu es arrivé à un niveau où tu n'as vraiment pas envie de prendre le poste du dessus, et ça je le comprends, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé dans une entreprise sur laquelle j'étais recruté assez cher, et quand j'étais recruté, je me suis rapidement aperçu que pour pouvoir me recruter, ils avaient dû augmenter le salaire de mon chef et lui donner une voiture de fonction, parce que moi j'avais négocié ma voiture de fonction dans le package, et un salaire assez généreux, on va dire, surtout pour la zone géographique. Et donc du coup, comme ils avaient vraiment besoin de mes compétences, ils avaient dû augmenter mon chef. Donc mon chef se retrouvait à avoir, je pense, je ne suis pas certain, mais environ 500 € de plus que moi en net par mois, ce qui n'est pas énorme. Et franchement, avec les niveaux d'emmerde qu'il avait, c'était hors de question pour moi de prendre son poste, parce que lui, il était vraiment appelé tout le temps, le week-end, dès qu'il y avait un problème d'opération, c'est lui qui était sur le pont. Ses vacances, il devait gérer à distance divers problèmes relationnels ou managériaux dans l'équipe. Donc voilà. Et derrière moi, avant d'arriver à ce poste-là, j'avais fait des bonnes progressions de carrière. Donc voilà, il est tout à fait possible que tu aies atteint un niveau où tu dis que tu ne veux pas aller au-dessus. Maintenant, parlons des solutions. La solution numéro 1, c'est l'ultra spécialisation. Tu deviens le maître incontesté dans ton domaine. C'est une voie qui peut te permettre de rester dans ta zone de confort relative, tout en augmentant ta valeur ajoutée dans l'organisation. Tu te spécialises, tu deviens incontournable entre guillemets, parce que j'aime pas trop ce terme, et tu te crées ton petit poste planqué où personne ne viendra t'embêter parce que tu es le seul à savoir faire ce que tu fais et tout le monde reconnaît un savoir-faire qui est utile pour l'entreprise, et ça n'arrange personne que tu partes. Alors attention quand même, parce que cette voie elle peut être une impasse. Tu deviens trop spécialisé, tu risques de te retrouver coincé vraiment et parfois même incapable de changer d'entreprise facilement, parce que si ce poste a vraiment été fait à ta mesure, à la mesure de tes compétences dans ton organisation, faut te dire que ce poste-là, ça pourrait bien être le dernier. C'est difficile de réévoluer après en interne, et ça peut être aussi difficile d'aller dans une autre entreprise, parce que ce besoin qui a été créé uniquement pour toi et ton entreprise, il correspond pas du tout aux besoins du marché du travail. J'ai dit, si tu veux pas prendre plus de responsabilités et à un moment donné vivre d'un salaire plus confortable que ce que tu as actuellement en étant tranquille, ça reste une voie tout à fait réaliste, faisable, bien entendu en fonction de tes compétences, parce qu'il faut vraiment aller sur l'ultra spécialisation dans les compétences. C'est pas forcément facile et c'est pas donné à toutes les personnes, à tous les types de CV. Et attention aussi à pas travailler sur des compétences qui peuvent être obsolètes, comme par exemple juste un système informatique qui, dans les entreprises, les systèmes informatiques, les progiciels, les logiciels d'entreprise, ils ont tendance à changer tous les, ça dépend, 5, 10, 20 ans, mais en tout cas, il y a des cycles de renouvellement. Donc, si tu es juste trop spécialisé sur quelque chose, ça ne te protège pas non plus si tu es trop spécialisé sur une partie uniquement outils, ça peut ne pas te protéger sur le long terme quand tu as la chance de garder ton emploi sur le long terme. Le gros inconvénient de ça, c'est que tu développes des compétences qui sont dans une niche qui est extrêmement étroite, donc c'est très compliqué de trouver un poste pour changer d'entreprise, et pour faire ça, souvent, il faut être prêt à accepter une mobilité géographique, et aussi il faut savoir que quand tu vas te mettre sur le marché du travail parce que tu as envie de changer d'entreprise, ça peut prendre 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans pour juste trouver des postes qui correspondent à ce type de profil ultra spécialisé. Par contre, cette ultra spécialisation peut, dans certains cas, t'ouvrir
également la porte à une autre voie de carrière qui est d'être indépendant, d'être qu'on appelle freelance, ou ça peut être consultant indépendant, ou formateur indépendant, ou prestataire indépendant sur des sujets. Ça mène donc à la deuxième solution dont je voulais vous parler. Quand vous êtes dans les cas de figure qu'on a décrits, que vous ne voulez pas percer le plafond de verre par l'ascension hiérarchique, c'est de devenir indépendant professionnellement. Tu deviens freelance, donc consultant, solopreneur comme on dit maintenant. Là, donc c'est toi le boss, tu choisis tes clients, tes projets, tes horaires. C'est une voie qui offre beaucoup de liberté et de potentiel. C'est ce que je fais actuellement, hein. On en reparlera sur d'autres épisodes de podcast. Mais attention, qui dit liberté dit aussi responsabilité. Là, tu as la responsabilité de toi-même, tu as la responsabilité de faire le commercial, de faire tourner ta boîte, parce que si tu te mets en roue libre, très rapidement, tu n'as plus de clients et tu n'as plus de revenus. Et si tu es en France, en tout cas, si tu es freelance, tu n'as pas le chômage. Hein. Je veux dire, au début, tu as peut-être le chômage, mais ça dépend des formats de... oui, ça dépend des formats de statut où tu es, mais en général, la plupart des freelances prennent des statuts de manière à minimiser les charges sociales qui sont payées, ce qui veut dire la plupart du temps de ne pas avoir l'assurance chômage. Donc voilà, t'es vraiment... Donc être à son compte, c'est énormément de responsabilités, c'est d'autres responsabilités d'une autre manière que celles que tu peux avoir quand tu es en entreprise. Et là encore une fois, en entreprise, si tu veux te mettre un petit peu en roue libre, dans la plupart des organisations, tu vois, ça passe quelques mois, tu es un petit peu moins motivé et tout, ça passe. Quand tu es indépendant, ça passe beaucoup moins bien. Donc là, voilà, c'est une voie possible. C'est, ceci dit, la voie que j'ai suivie, donc je peux en parler, et j'en parlerai dans d'autres podcasts où on parlera de carrière professionnelle au sens plus large que de juste progresser hiérarchiquement dans l'entreprise. Je voudrais dès à présent signaler que les inconvénients, c'est l'instabilité financière, surtout au début. Il faut être prêt à accepter des périodes de creux où les missions se font rares, et il faut être aussi très polyvalent et savoir se vendre. Ça, c'est vraiment le plus important, et savoir se vendre, ce qui n'est pas du tout évident. De mon expérience, je n'ai jamais vu jusqu'à présent des gens qui n'étaient pas bons professionnellement ou qui n'avaient pas la capacité professionnellement d'évoluer dans la hiérarchie, qui sont devenus de bons solopreneurs ou freelance. Donc si tu n'as pas réussi dans ta carrière professionnelle parce que par exemple tu n'avais pas assez de compétences hard skills ou soft skills, il y a de grandes chances que tu échoues dans ton aventure entrepreneuriale. Là on revient à ce que je disais avant. Parfois, il vaut mieux accepter de passer plusieurs années un petit peu difficiles dans un contexte professionnel exigeant et gagner de l'expérience, gagner des compétences, se faire un CV également, pour se donner toutes les chances de réussir dans son indépendance professionnelle. Donc en fin de compte, l'important c'est de trouver ce qui te convient le mieux. Si le poste supérieur ne t'intéresse pas et que tu veux pas de responsabilité managériale, c'est pas la fin du monde. Il y a d'autres chemins. Sache quand même que ça va te brider énormément dans sa progression de carrière et dans l'augmentation potentielle de tes revenus. Et donc l'ultra-spécialisation et l'indépendance professionnelle sont deux voies possibles parmi d'autres. Il y en a certainement d'autres, mais ça me paraît les deux les plus courantes à vous exposer aujourd'hui. Par contre, ce qu'il faut, c'est bien peser les pour et les contre de chaque option, et surtout écouter c'est quoi tes envies, tes besoins. Ta carrière, ce sont tes règles, ça ne l'oublie pas, le plus important, c'est d'être en accord avec toi-même et trouver un équilibre qui te permet d'être épanoui professionnellement et personnellement. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, c'est bateau, c'est ce qu'on voit partout sur Internet. Moi, je vais quand même te dire, ne rabaisse pas ton niveau d'exigence, ne rabaisse pas tes ambitions, surtout si tu es jeune, parce que tu risques de le regretter. Moi j'ai plus de 40 ans maintenant, et je suis passé par des phases où je dis c'est bon, je ne vais pas progresser professionnellement, je vais faire ma vie piam-piam, j'ai déjà un revenu conséquent et tout, c'est sympa, mais sauf que entre-temps on se marie, on a des enfants, on a d'autres besoins, les revenus qui étaient confortables avant, quand on avait la vingtaine ou au début de la trentaine, ils deviennent un petit peu étriqués quand on doit subvenir aux besoins de toute une famille. Et si on regarde long terme, il faut commencer à penser comment on prépare sa retraite.
au-delà des cotisations qu'on peut faire via les systèmes de retraite étatiques. Et là, quand on se projette comme ça, il faut, de mon point de vue, il faut pas rabaisser trop vite ou trop tôt le niveau de ses ambitions. Parce qu'à un moment donné, si tu te mets sur une voie de garage professionnelle, et le plus longtemps tu y restes, le plus difficile, ça va être de revenir sur la voie à grande vitesse. Et ton CV, il manque pas. Donc si on voit que tu as stagné trop longtemps quelque part, on aura du mal à te faire confiance pour passer sur un autre niveau hiérarchique, notamment dans le cadre d'un changement d'entreprise. Et j'aimerais encore insister là-dessus. Pour atteindre ces objectifs de vie, on en a déjà parlé sur d'autres vidéos et podcasts, il faut accepter de passer par des moments qui sont plus difficiles, où on est en mode apprentissage, où on est en mode... on a du mal, parce et dans la difficulté, on acquiert des compétences, et qu'elles soient soft skills ou hard skills, et c'est grâce à ces moments difficiles qu'on devient meilleur et qu'on se donne plus de chances pour bâtir une carrière professionnelle réussie dans le futur, qu'elle soit en entreprise ou en tant qu'indépendant ou via d'autres voies. Ok, j'ai beaucoup trop dépassé. Normalement, ces épisodes-là devraient faire environ 10 minutes. On continue demain sur le même sujet avec un autre type de plafond de verre. Allez, ciao, à demain, salut.